I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bonjour et bienvenue dans les décodeurs Atlantiques. Le 31 août prochain, dernier délai pour les entreprises pour déposer leur bilan auprès du tribunal du commerce. Alors, quelles sont ces entreprises concernées? Qu'est-ce qu'il faut déposer? C'est notre premier sujet des décodeurs Atlantiques. Notre décodeur ce matin, Amine Dioli, responsable études et communication au sein d'Inforisque. Amine Dioli, bonjour. Bonjour Ajar. Comment ça va ce mercredi? Tout va bien. Très bien. Alors, un mot d'histoire en deuxième partie des décodeurs. Le Japon a commémoré le 6 août dernier le bombardement atomique d'Hiroshima. Aujourd'hui, c'est la Corée du Nord qui menace d'utiliser l'arme nucléaire. 72 ans après le premier bombardement de l'histoire, quelle menace nucléaire plane sur le monde? C'est en deuxième partie des décodeurs. C'est parti. On disait en présentation, le 31 août prochain, dernier délai pour certaines entreprises de déposer leur bilan auprès du tribunal du commerce. Pour commencer, Amine Dioli, quelles sont les entreprises concernées par ce délai, par cette obligation ? Alors, effectivement, je rappelle juste un moment important de la vie d'une entreprise. Effectivement, donc à la clôture de l'exercice, au 31/12, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors au 31/12, il y a la clôture de l'exercice. 3 mois après, l'obligation de déposer sa alias fiscale auprès du registre, auprès de la DGI, pour le calcul des impôts. 30 juin pour les sociétés, donc c'est l'Assemblée Générale Ordinaire. 1 mois après, une deuxième obligation qui est celle de déposer 2 exemplaires des états de synthèse de l'entreprise auprès du tribunal de commerce. Et donc, fin juillet, normalement, toutes les entreprises ont l'obligation de déposer ces bilans. Maintenant, il y a une exception qui a été faite récemment pour les sociétés anonymes qui bénéficient d'1 mois supplémentaire pour déposer leur état de synthèse auprès du tribunal de commerce. Si elles ne le font pas, elles ont, quoi qu'il arrive, déjà une amende de 5000 dirhams. Et si jamais, au-delà du 30 août, l'amende peut aller jusqu'à 50 000 dirhams. Alors déjà, pourquoi cette exception pour les sociétés anonymes ? Alors déjà, c'est vrai que les sociétés anonymes, elles ont des aspects organisationnels qui sont plus importantes que les autres structures, notamment le fait qu'elles aient un commissaire aux comptes, que ce commissaire aux comptes doit rédiger un rapport. Évidemment, ça veut dire qu'il y a tout un audit du fonctionnement de l'entreprise, etc. Donc ça prend évidemment plus de temps. Donc ça explique en grande partie pourquoi ces structures bénéficient d'un délai supplémentaire. Je précise une chose, il n'y a pas que les SA qui ont ce délai supplémentaire d'1 mois, il y a également les SARL, les sociétés à responsabilité limitée, qui font plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires et qui par conséquent ont aussi un commissaire aux comptes. Et qui ont besoin aussi d'un peu plus de temps pour... Exactement, qui ont aussi besoin de ce même délai. Pour préparer leurs documents. Alors, exactement. Et par ailleurs, je précise juste une chose, c'est qu'on a parlé récemment, donc là c'est encore en phase de réflexion, de réduire les entreprises, pour les entreprises qui font plus de 20 millions de dirhams de chiffre d'affaires, elles auront toute l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes, contre 50 aujourd'hui. Mm-hmm. Donc voilà, ça va être une grande nouveauté à venir et donc ça impliquera davantage d'entreprises qui déposeront leur bilan au 30 août. Et qu'est-ce que ça implique justement, le fait d'avoir un commissaire aux comptes pour ces entreprises qui ont un chiffre d'affaires C'est très important parce que ça implique déjà une comptabilité plus fiable. Un commissaire aux comptes, il est là pour certifier la sincérité des comptes, vérifier qu'il n'y a pas eu de magouille au niveau comptable. Et donc, ça veut dire que en amont, l'entreprise doit avoir une comptabilité nickel. Ça veut dire que derrière, on aura beaucoup plus d'entreprises qui seront mieux structurées comptablement, et donc on peut espérer une nette amélioration. Au niveau, par exemple, ça peut avoir un impact très net et très important au niveau des délais de paiement, par exemple. Alors justement, quels sont les documents à remettre au tribunal ? Alors, il y a 3 types de documents. Déjà, il y a 2 exemplaires des états de synthèse à remettre. Le PV de l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 30 juin au plus tard.
Et pour les SA et les SARL qui ont un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, il faut aussi le rapport du commissaire aux comptes, un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a déjà des documents qui sont transférés à la DGI avant pour calculer notamment les impôts. Pourquoi cette obligation aussi pour remettre les documents au tribunal du commerce ? Alors, évidemment, c'est vrai que le rapport remis à la DG est obligatoire parce qu'effectivement, il faut calculer les impôts. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, 2015, il y avait 257 000 sociétés qui avaient déposé leur liasse fiscale auprès de la DGI. Le registre de commerce est aussi, le tribunal de commerce et par la suite le registre de commerce aussi doit avoir son propre exemplaire. Cet exemplaire par la suite sera public puisque vous avez la possibilité aujourd'hui d'acheter des liasses fiscales directement en ligne sur le site du registre de commerce. Donc voilà, cette information est publique contrairement à l'information qui est déposée auprès de la DGI et qui, elle, est strictement privée. Et on se rend compte qu'il y a un écart aujourd'hui entre celle qui dépose auprès de la DGI et celle qui dépose auprès du tribunal, enfin du registre de commerce. Un écart à quel niveau ? Qui est relativement important, puisque je parlais de 257 000 sociétés pour la DGI, il y en a à peine 157 000 pour le registre de commerce. Donc près de 100 000 entreprises ne déposent pas leur bilan auprès du registre de commerce, alors qu'ils l'avaient fait précédemment auprès de la DGI. Alors selon un calcul approximatif, c'est plus ou moins 40% des entreprises qui ne remettent pas leur bilan au tribunal. Pourquoi, à votre avis ? Alors pour plein de raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit, l'information est publique. Elles n'ont pas envie que par exemple des concurrentes tombent sur puissent acheter en ligne des bilans de l'entreprise en question, puissent faire des analyses de leur compte de résultats, et puis après vous achetez plusieurs bilans, les bilans des principaux concurrents, puis vous faites un mini ratio, enfin vous faites des ratios sectoriels, et puis vous commencez à voir où est-ce que vous vous situez par rapport à vos concurrents. Les concurrents n'ont pas nécessairement envie de ça. Il y a évidemment les entreprises qui ont des difficultés. Beaucoup d'entreprises, par exemple, il y a une chose qui est très marquante quand on regarde les défaillances d'entreprises. Quand on veut faire une analyse, on se rend compte que à peine 5% des entreprises qui étaient défaillantes avaient déposé des bilans les années d'avant. C'est-à-dire que voilà, elles préparent déjà, elles savent déjà qu'elles vont être défaillantes, elles n'ont pas envie de donner cette information. Évidemment, si moi je suis un fournisseur et que j'ai face à moi une entreprise qui est défaillante et que ça se voit sur le papier, ça se voit sur les bilans, évidemment, je vais pas travailler avec elle ou je vais demander des garanties qui seront plus importantes. Donc, en tant qu'entreprise défaillante, je n'aurais pas intérêt à diffuser l'information comme quoi j'ai des problèmes. Alors, l'information, c'est justement le cœur de votre métier, InfoRisque. Aujourd'hui, c'est important d'avoir tous ces éléments de toutes les entreprises. C'est absolument nécessaire. Le cœur de métier d'InfoRisque est justement la sécurisation de la relation interentreprises. C'est-à-dire concrètement deux entreprises qui sont face à face, un client et potentiellement un client. Donc, avant de faire affaire, il faut s'assurer que voilà, on a déjà là la bonne information, qu'on a des bilans, qu'on a des informations juridiques et judiciaires sur l'entreprise avec qui on va faire affaire, qu'on puisse calculer des scores afin de savoir si l'entreprise est solvable, si elle, concrètement. Est-ce qu'elle va nous payer en temps et en heure? Jusqu'à quelle hauteur je peux aller avec cette entreprise? Et si potentiellement il y a un risque encore plus élevé qu'elle soit défaillante dans un horizon de 2 ans, par exemple. Et pour ça, il faut un maximum d'informations sur cette entreprise. Il faut des informations bilancielles, il faut des informations sur les événements juridiques éventuels de cette entreprise, c'est-à-dire concrètement, s'il y a un changement de dirigeant, s'il y a un changement d'adresse, s'il y a des ventes aux enchères, s'il y a un redressement judiciaire. Il faut que je le sache immédiatement pour que je mette des conditions qui soient drastiques avec mon futur client. Donc c'est pour ça qu'il y a une obligation, mais on l'a dit, seuls 60% plus ou moins des entreprises qui remettent donc leur bilan. Pour ceux qui ne le font pas, quelles sont les sanctions qui sont prévues? Alors la sanction maximale est fixée à 50 000 dirhams. Alors maintenant, bon nombre d'experts, notamment la CGEM, disent que 50 000 dirhams... Non, c'est dissuasif, ça peut être très dissuasif, mais c'est surtout un montant très élevé pour des PME. Des PME qui ont un chiffre d'affaires relativement bas. Imaginez qu'une PME ne dépose pas son bilan plusieurs exercices de suite.
ça va être 50 000 dirhams multipliés par un certain nombre d'exercices. Ça peut représenter un montant très élevé de la trésorerie d'une entreprise. Donc ça peut la mettre à mal tout de suite. Imaginons qu'elle se fasse, qu'elle reçoive une amende de plusieurs exercices, 100 000, 150 000 dirhams d'amende, ça peut la mettre KO immédiatement. Alors évidemment, il faut trouver le juste milieu parce qu'évidemment, on a besoin de cette information. Le tissu économique a besoin de l'information. On a besoin de transparence pour pouvoir faire affaire en toute sécurité. Quand vous allez voir votre banquier, évidemment, moins vous êtes transparent et plus il va vous demander des conditions drastiques et draconiennes, des taux d'intérêt plus élevés, des cautions personnelles, des nantissements, etc. Plus vous êtes transparent et plus le banquier sera sympa avec vous, entre guillemets. Je vous interromps, Amine, parce que j'ai vu alors d'autres arguments, j'ai pu lire d'autres arguments, d'autres observateurs qui considèrent que cette amende n'est pas dissuasive, d'où le nombre important d'entreprises qui ne déclarent pas leur bilan, qui ne dépassent pas leur bilan auprès du tribunal. Donc je suis tentée de répondre à votre argument en posant la question si c'était vraiment dissuasif, pourquoi cette entreprise va cacher, ne va pas déposer son bilan malgré les problèmes qu'il a financièrement ou toutes les considérations. C'est vrai que vous posez le contre-argument. Alors pourquoi ces personnes peuvent dire ça? C'est parce qu'effectivement, la pénalité, en réalité, elle n'est pas de 50 000 dirhams, elle est de maximum 50 000. Ça commence à partir de 5 000 dirhams et ça peut aller jusqu'à 50 000. Maintenant, la décision d'appliquer un montant de pénalité dépend du juge, évidemment. C'est lui qui va décider du montant. Ça peut très bien être 5 000 ou 10 000, comme ça peut être 50 000. Il est bien évidemment, je faisais un calcul rapide, aujourd'hui je vous ai dit 257 000 DGI, 157 000 registres de commerce, c'est-à-dire qu'il y a 100 000 entreprises qui ne déposent pas au niveau du registre de commerce. Si le juge devait appliquer 50 000 dirhams sur chaque entreprise qui ne dépose pas, ça représenterait près de 5 milliards de dirhams de pénalités versées par ces entreprises qui rentreraient dans les caisses de l'État. Trésorerie générale, oui. C'est absolument gigantesque et c'est pas aujourd'hui, je pense, les montants qui sont encaissés par l'État. Donc évidemment, le montant de la pénalité est apprécié au cas par cas par le juge et évidemment, il peut très bien décider d'appliquer le montant minimal. Dans cette première partie des décodeurs, on parle de cette obligation faite aux entreprises de déposer leur compte auprès des tribunaux du commerce parce que le 31 août prochain, c'est le dernier délai pour les sociétés anonymes alors que les salles ont déjà déposé leur bilan au 30 juillet. Et pour en parler avec nous, Amine Diori, notre décodeur, responsable études et communication au sein d'Inforisque. Amine Diori, on se posait la question avant le journal avec Karim Droné, ce qui est fait avec ces informations après le dépôt de ces bilans auprès des tribunaux, quel traitement et surtout est-ce que ces déclarations des entreprises sont vérifiées? Alors oui, c'est une très bonne question. Alors une fois déposé les liasses fiscales auprès du tribunal de commerce, donc à un moment donné, il faut centraliser tous les bilans, toutes les liasses fiscales qui sont déposées auprès des différents tribunaux de commerce. Tout ça remonte auprès du registre de commerce qui centralise tous les bilans reçus, donc les 157 000 bilans 2015 notamment. À partir de ce moment-là, commence pour le registre de commerce une phase de traitement. Alors, quand je parle de traitement, je parle de scannerisation des données afin de le numériser. Donc voilà, c'est un traitement où ça demande énormément de moyens, de ressources pour scanner le document, pour qu'il soit ensuite disponible et qu'on puisse avoir cette information au format numérique. Mais chose très importante, il n'y a pas de vérification de la donnée. C'est-à-dire que la donnée qui nous est transmise reste telle qu'elle. Et c'est là où il y a effectivement une véritable problématique, notamment, je voyais récemment, on parlait de l'observatoire de la TPME qui va bientôt rentrer en fonction. Une de ses principales missions, justement, c'est la fiabilisation des données, parce que c'est une vraie problématique. C'est une problématique que nous connaissons bien chez Inforisque, puisque ça fait des années que nous travaillons dessus, et nous savons par expérience que il y a quand même, par rapport au lot de bilans que nous recevons chaque année, un nombre très important de bilans qui contiennent des erreurs. Alors des erreurs qui proviennent d'où? Des erreurs qui proviennent du bilan de l'origine, c'est-à-dire soit de l'entreprise elle-même, soit de l'expert comptable qui a établi le bilan. Donc on va se retrouver avec des bilans qui ne sont pas équilibrés. On peut se retrouver avec des bilans où il manque des informations.
Ou alors, après, ça peut être aussi une erreur de traitement, c'est-à-dire une erreur d'affectation de... Vous trouvez souvent des erreurs au sein d'Inforisque quand vous traitez certains bilans ? Effectivement, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose de rare. Effectivement, c'est quelque chose on parle de volumes relativement importants de bilans qui doivent être fiabilisés. Et donc, effectivement, c'est un travail qui nécessite aussi beaucoup de temps, qui nécessite la mise en place de ressources, notamment de ressources spécialisées, justement pour pouvoir déceler ces erreurs et pour pouvoir essayer, dans la mesure du possible, la corriger. Parce que... Quand il s'agit d'une erreur de calcul, par exemple, ça peut être fait rapidement. Par exemple, vous avez une somme de champs au niveau de l'actif, le total n'est pas égal à la somme des champs. On peut modifier ça. Maintenant, si il manque un élément au niveau des champs et qu'on trouve un total qui est largement supérieur à la somme des champs, là, effectivement, on se dit qu'il y a un problème. Et là, il nécessite de prendre contact directement avec l'entreprise. Et c'est un long processus pour vérifier, j'imagine. Ah oui, un très très long processus, effectivement. Ce qui pourrait induire en erreur les investisseurs, c'est là où peut-être la gravité de la chose, parce que finalement, ces informations sont mises à la disposition des personnes qui souhaiteraient consulter, soit pour acheter, soit... Alors oui, effectivement, si on réfléchit dans un environnement macro, c'est-à-dire on prend la somme des entreprises, ces erreurs ne représentent pas non plus la majorité des bilans disponibles. Ça représente dans la majeure partie des cas 10%, 15% des bilans qui sont aujourd'hui disponibles. Mais 10-15% de 150 000, ça fait quand même beaucoup de bilans chaque année à retraiter. Sachant que chaque année, de nouveaux bilans viennent s'ajouter aux autres. Donc ça fait d'autres cas à traiter. Maintenant, si on réfléchit d'un point de vue macro, évidemment, l'information globalement est juste. Et elle est d'autant plus juste qu'aujourd'hui, on vise à rapprocher les différentes informations. On a créé, par exemple, un identifiant qui s'appelle l'ICE, l'identifiant commun des entreprises. Oui. Derrière cet ICE, c'est aussi un rapprochement des données. Par exemple, le rapprochement des données de la DGI et celle du registre de commerce. Mais, ceci dit, d'après ce que j'ai compris, on n'a pas accès aux chiffres, aux données de la DGI. En tant que public, non. Mais en tant qu'administration, la DGI et le registre de commerce peuvent travailler ensemble. Et elles travaillent ensemble justement pour rapprocher ces données. Avant, on disait souvent que qu'il y avait différents bilans en fonction de l'interlocuteur de l'entreprise. Un pour le banquier, un pour l'administration, un pour le registre de commerce. Aujourd'hui, en rapprochant les bilans transmis à la DGI et au registre de commerce, on aura de moins en moins de cas où justement on aura des bilans différents entre les différentes administrations. Alors pour finir cette partie, à votre avis, est-ce qu'on avance au niveau de la transparence dans l'information qui concerne les entreprises au Maroc ces dernières années, et surtout qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors oui, pour moi, clairement, on avance très très bien. On est dans une très bonne voie en matière de transparence de l'information, en matière de mise à disposition de l'information. Il suffit simplement de comparer sur le continent africain ce qui se passe aujourd'hui sur les pays du Maghreb, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, les pays africains. Je pense très sincèrement que le Maroc est très largement en avance en matière justement de transparence de l'information. On a fait beaucoup de choses, il reste encore des choses à revoir, effectivement, mais on est vraiment dans une très très bonne voie. Mais qu'est-ce qu'il reste à revoir, brièvement ? Cette question toujours de la fiabilisation des données, c'est un point essentiel. Quand cette donnée sera réellement fiabilisée, quand on aura réellement rapproché toutes les données existantes, celles de la CNSS, la DGI, les douanes, etc., le registre de commerce, et qu'on aura des données qui seront rapprochées fiables, à ce moment-là, effectivement, on pourra se comparer à des pays européens et pas se situer au niveau de l'Afrique simplement. Et sur ça, on arrive à la fin de cette première partie des décodeurs. Coup de cœur, coup de gueule. La partie coup de cœur, coup de gueule, ce serait quoi pour vous aujourd'hui, Amine Dioli ? Alors moi, ce serait un coup de cœur. C'est sur le travail domestique des mineurs, donc l'interdiction. Enfin, aujourd'hui, donc les décrets sont entrés en vigueur un an après la publication au bulletin officiel. Donc c'est une très bonne chose. Contrat obligatoire, des tâches interdites pour les mineurs qui pratiquent le travail domestique. C'est une très bonne chose. Ensuite, une période transitoire de 5 ans avant l'interdiction totale de ce type d'emploi. Donc c'est une très bonne chose. Effectivement, j'ai toujours milité. Enfin, je suis en tant que personne de la société civile, je suis pour cette loi.
Maintenant, il y a d'autres choses à laquelle il faut penser, notamment je pense aux enfants qui travaillent dans, par exemple, les épiceries, les garçons qui, dès 10 ans, 11 ans, 12 ans, qu'on voit à la caisse d'une épicerie, qui travaillent avec leur oncle, leurs parents, etc. Ça aussi, c'est une chose qu'il faudrait voir. Oui, les enfants qui vendent aussi des Kleenex dans la rue. Exactement, effectivement, tous ces enfants-là aussi sont concernés. Malheureusement, ça ne rentre pas dans le cadre de cette loi qui rentre en vigueur. Un mot d'histoire, le 6 août 1945, les Américains larguaient Little Boy sur Hiroshima, entraînant la mort de quelques 140 000 personnes. 72 ans après, la tension n'a jamais été aussi vive sur le nucléaire que ces dernières semaines. Cette semaine d'ailleurs, la Corée du Nord a menacé de larguer des missiles nucléaires sur l'île de Guam, qui abrite des bases militaires américaines. Amine Djoli, à votre avis, cette menace est-elle réelle ? Alors déjà, je voudrais juste préciser une chose. Aujourd'hui, alors vous avez parlé du 6 août Hiroshima, mais le 9 août, aujourd'hui, on fête les 72 ans jour pour jour de Nagasaki. Nagasaki, oui. Donc la deuxième bombe qui a été envoyée sur le Japon par les Américains et qui a également fait plus de 70 000 morts. Donc au total, en 3 jours, 200 000 personnes sont mortes suite à l'envoi de ces bombes. Alors juste un petit rappel historique, c'est-à-dire qu'on est en pleine guerre mondiale. Les Allemands ont déjà renoncé à la guerre, ont déjà abdiqué. Il restait que les Japonais. L'envoi de ces 2 bombes par les Américains ont permis de mettre fin enfin à cette Seconde Guerre mondiale, avec toutes les conséquences qui s'en est suivies. Maintenant, effectivement, la grande nouveauté de l'époque, c'était l'utilisation de la bombe nucléaire pour la première fois, qui avait été développée au début des années 40. Alors, évidemment, Einstein y est aussi pour beaucoup d'autres scientifiques, dans un projet qui était confidentiel qui s'appelait Manhattan. On pensait ne plus jamais, après Hiroshima et Nagasaki, ne plus jamais à se servir de ces bombes. On se rend compte malheureusement qu'aujourd'hui, c'est un projet, ce sont des thématiques qui sont encore très très présentes aujourd'hui dans notre vie de 2017, encore plus qu'en 45. C'est ça l'énorme paradoxe. Aujourd'hui, on parle de prolifération des armes nucléaires et des menaces comme celle de la Corée du Nord ou bien de la Russie aujourd'hui. Donc voilà, on est dans un monde encore moins sûr qu'il y a 72 ans. Oui, et d'ailleurs, on avance au niveau de la recherche et la menace grandit avec. Par exemple, on savait que la Corée du Nord avait déjà testé plusieurs engins atomiques et même réussi 2 lancements de missiles balistiques intercontinentaux dernièrement. Mais cette semaine, un rapport secret des renseignements américains, divulgué par le Washington Post, révèle que Pyongyang aurait réussi à miniaturiser ces bombes pour les larguer sur une longue distance. C'est inquiétant, cette avancée. Bien sûr, c'est inquiétant. Quand on a un arsenal nucléaire aujourd'hui, présent dans le monde aujourd'hui, on parle de plus de 15 000 armes nucléaires réparties sur 9 pays qui détiennent l'arme nucléaire. Et qu'à la tête d'un de ces pays, un de ces 9 pays, il y a un dictateur un peu fou, un peu sanguinaire, qui déjà massacre son peuple, mais qui en plus qui est vindicatif, qui menace les pays de la région. Et qu'en plus il dispose de l'arme nucléaire et qu'en plus on le laisse développer cet arsenal nucléaire. Évidemment que c'est inquiétant. C'est inquiétant pour les pays de la région. Le Japon a des raisons de s'inquiéter. Les États-Unis ont évidemment sur le pied de guerre. Donc évidemment c'est une menace pour toute cette partie du monde. Parce que si la Corée du Nord devient une puissance nucléaire à part entière, ça risque de changer le rapport de force dans la carte mondiale. La Corée du Nord est déjà une puissance nucléaire à part entière. Elle fait partie des 9 pays aujourd'hui à détenir l'arme nucléaire. Aujourd'hui, on est clairement dans un rapport de force, dans cet équilibre de la terreur qu'on utilisait déjà à l'époque de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Toujours cette peur de changer de camp, d'aller vers une guerre nucléaire qui aurait pu être catastrophique. Pour toute l'humanité, pour notre survie. Aujourd'hui, on voit clairement que les Coréens du Nord, enfin le dictateur coréen, menace évidemment cette survie, menace les Américains et n'a pas peur, justement, contrairement à l'URSS de l'époque et les États-Unis de l'époque, d'aller à un affrontement nucléaire. C'est ça qui est vraiment inquiétant.
Alors, en juillet dernier, un traité qui bannit les armes atomiques a été adopté par 122 États membres des Nations Unies. Un texte qui n'a pas été signé en revanche par les puissances nucléaires. Je citerai les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord et Israël. Alors ils ont tous boycotté les discussions. Même le Japon, le seul pays qui a été victime dans l'histoire de ces bombes nucléaires, n'a pas signé ce traité. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle le paradoxe du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que tous ceux qui ne disposent pas d'armes nucléaires voient la menace qu'elle représente aujourd'hui et veulent vivre dans un monde en paix. Donc évidemment, elles souhaitent une extinction de ces armes nucléaires. Et puis de l'autre côté, les puissances, les 9 puissances qui aujourd'hui ont l'arme nucléaire, évidemment, elles ont une arme entre les mains qu'elles ne vont pas dissoudre et qu'elles ne vont pas détruire, justement pour se retrouver à égalité avec les autres pays du monde. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, détenir l'arme nucléaire, c'est une forme de protection qui n'a pas de prix. Renoncer à cette arme nucléaire, c'est se mettre à nu devant le reste du monde, et notamment devant les menaces terroristes, le terrorisme nucléaire qui nous menace. Et à mon avis, c'est ça le plus important. Quant au Japon aujourd'hui, je le comprends. Je comprends ce pays. Aujourd'hui, il est menacé par la Corée du Nord. La seule protection dont ce pays dispose aujourd'hui, c'est les États-Unis. Il est évident que ce pays ne va pas demander à son principal protecteur de renoncer à l'arme nucléaire qui le protège. Donc le parapluie nucléaire américain est indispensable aujourd'hui. Et je lisais un article là-dessus qui était très intéressant, qui disait que justement, les États-Unis n'avaient pas intérêt et c'était pas dans l'intérêt du monde que les États-Unis renoncent à leur arsenal nucléaire, puisque ça entraînerait non pas un arrêt de la menace nucléaire, mais au contraire une accélération de la prolifération des armes nucléaires dans le monde. Tous les ennemis des États-Unis, de l'Occident en général, pourraient facilement accéder à cette arme nucléaire, et on se retrouverait avec une menace encore plus grande. Oui, et d'ailleurs ils ont un argument pour certains États comme l'Iran. Ils se refusent à accepter, à admettre que seules les grandes puissances puissent bénéficier d'une arme nucléaire. Alors, effectivement, maintenant, il faut aussi poser la question dans un autre sens. C'est-à-dire, on parle de nucléaire dans un sens militaire, mais il y a aussi le nucléaire civil. Oui, on parle du nucléaire militaire. Et l'Iran, après la question d'accéder au nucléaire civil, ça peut être une question qui peut se poser. Et l'Iran, comme d'autres pays, ont tout à fait la possibilité d'accéder à ce type de nucléaire. Alors, il ne faut pas oublier les autres pays de l'autre côté qui ont voté ce texte, qui ont même... Donc c'est eux qui l'ont préparé, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Irlande. Et je citerai d'ailleurs le ministre brésilien des Affaires étrangères. L'interdiction des armes nucléaires, de devoir à la fois moral et éthique, contribuera à éliminer les justifications en faveur du maintien des arsenaux actuels. Elle revêt donc une importance politique claire dans la mesure où elle légitime la lutte pour le désarmement, notamment dans les pays dotés d'armes nucléaires. Alors, ça sera notre dernière question, et vous en avez parlé d'ailleurs juste avant. Est-ce qu'on peut espérer aller vers un monde sans armes nucléaires? Est-ce qu'il est possible de croire que les pays qui disposent de cette arme pourraient s'en défaire un jour, alors que c'est un moyen de pression, comme vous l'avez dit, ou on est dans un statu quo et dans un cercle vicieux qui ne va pas du tout s'arranger bientôt? Alors moi, je pense que le discours du ministre brésilien est un doux rêve. Mais ça ne reste qu'un rêve, pour une raison très simple. Je cite une phrase d'un institut des Nations Unies qui dit que la menace d'utilisation des armes nucléaires en 2017 est sans doute au plus haut niveau depuis l'effondrement de l'URSS il y a 26 ans. Et ce sont des experts en désarmement nucléaire qui le disent. Donc aujourd'hui, la menace n'a jamais été aussi forte. D'où vient la menace? On a parlé de la Corée du Nord. Aujourd'hui, il y a la relation Russie-États-Unis qui est au plus mal du fait de l'invasion de la Crimée, des relations entre la Russie et l'Europe et les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier un autre point qui est à mon avis plus important, c'est aujourd'hui la menace terroriste. Aujourd'hui, c'est ça qui nous menace le plus. Autant quand un pays possède l'arme nucléaire, on peut localiser ce pays, on peut détruire l'arsenal nucléaire en envoyant des bombes. C'est ce que les États-Unis a fait avec l'Iran, c'est ce qu'elle a fait avec la Libye, c'est ce qu'elle a fait avec l'Irak. Mais aujourd'hui, auprès de groupuscules terroristes qui cherchent à acquérir la bombe nucléaire,
Demain, imaginons que ces groupes réussissent à l'avoir. Comment on va réussir à repérer cet arsenal? Et c'est ça la principale problématique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet arsenal, il est possible de l'acquérir. C'est-à-dire que déjà depuis l'effondrement de l'URSS, il y a eu un moment de flottement après la création de la Russie et l'effondrement de l'URSS, où tout l'arsenal nucléaire de soviétique s'est retrouvé un peu ouvert à tout vent. C'est-à-dire que certains responsables russes de l'époque ont déclaré qu'effectivement une partie de l'arsenal nucléaire manquait, qu'il avait été certainement volé par des groupes terroristes. Donc voilà, c'est un peu inquiétant quand même. C'est ça, à mon avis, notre principale menace, et c'est à mon avis là-dessus qu'il faut avoir le plus peur, malheureusement. Donc c'est pour ça que je parle de doux rêve pour un monde sans nucléaire. Alors d'un côté, les puissances nucléaires qui ne voudraient pour rien au monde se séparer de leur arsenal. De l'autre côté, la prolifération dans d'autres pays qui veulent aussi avoir un parapluie, comme vous avez dit. Donc pour répondre à la question centrale des décodeurs aujourd'hui, cette menace nucléaire va planer longtemps sur nos têtes et celle de nos enfants et sur l'humanité. Probablement, oui. Et donc voilà, pour une fois que vous n'êtes pas optimiste. Malheureusement, sur ce sujet-là, je pense qu'il faut être plus pragmatique qu'autre chose. C'est bien, il y a bien une raison pour laquelle les 9 pays détenteurs de l'arme nucléaire n'ont pas signé ce fameux traité. Ils n'ont même pas assisté aux négociations. Ils n'ont même pas participé aux négociations parce que ces pays comprennent parfaitement que aujourd'hui énormément de menaces planent sur le monde, planent sur notre sécurité à tous, et qu'en renonçant à l'arme nucléaire, on renonce à une partie de notre liberté, puisque c'est ça aujourd'hui qui permet de défendre aussi notre liberté, en mettant une menace claire. Si jamais vous nous attaquez, évidemment on vous attaquera avec une menace encore plus forte, avec une attaque encore plus forte. Sans cette menace, aujourd'hui, je pense très sincèrement qu'on arrivera à des choses encore plus graves. Oui, en tout cas, il y aura une autre carte mondiale si ce n'était pas cette menace. Amine Diori, responsable études et communications au sein d'Inforisque, était notre décodeur aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci Amine Diori. Merci à vous. Et merci Youssef Kotni à la réalisation. Je vous dis à demain.